Bonjour à toutes et à tous. Mon nom est Michel Lemay, je suis directeur exécutif Affaires publiques, marketing et expérience client. Alors, j'ai le plaisir de vous souhaiter aujourd'hui la bienvenue à cette séance publique du conseil d'administration de l'ARTM. Nous aurions aimé évidemment tenir cet événement en présentiel, mais pandémie oblige, comme vous le voyez, nous sommes en web diffusion. Nous vous avons demandé de nous faire parvenir vos questions à l'avance et nous allons y répondre dans la deuxième partie de la séance publique. Alors, on pourra, entre autres, commenter sur les grands dossiers de l'heure en termes de transport collectif, comme par exemple la refonte tarifaire, le plan stratégique de développement, etc., etc. Alors, sans plus tarder, permettez-moi d'abord de vous présenter les personnes qui sont avec nous aujourd'hui en présentiel. Donc, d'abord, M. Pierre Schedler, président du conseil d'administration. Bonjour. Madame Diane Marleau, vice-présidente du conseil d'administration et économiste. Bonjour. Monsieur Benoît Gendron, directeur général de l'Autorité. Bonjour. Maître Robert Guertin, secrétaire général et directeur exécutif Affaires juridiques, qui sera le gardien de la procédure aujourd'hui. Bonjour. Monsieur Daniel Bergeron, directeur exécutif, planification des transports et mobilité. Bonjour. Et nous avons également avec nous les membres du conseil d'administration que nous allons vous présenter dans un instant et également les membres de l'équipe de direction qui sont en ligne et qui vont participer à cet événement à distance. Alors, j'invite maintenant Maître Guertin à procéder à l'appel du rôle. Merci. Donc, je vais procéder à l'appel du rôle. Monsieur Martin Danfous, maire de la ville de Varennes et membre désigné de la Couronne Sud au Conseil. Présent. Qui est présent. Monsieur Marc Demers, maire de la ville de Laval. Madame Deschamps, mairesse de la ville de Repentigny et membre désigné de la Couronne Nord au Conseil, qui va se joindre à nous d'ici quelques minutes. Monsieur Ahmed El Genidi, professeur et coordonnateur de la concentration transport, école d'urbanisme de l'Université McGill. Bonjour. Monsieur Nicolas Marin, directeur principal du commerce électronique et de la mise en marché des plateformes numériques chez Québecor. Madame André Lafortune, professeure titulaire, département des sciences comptables HEC Montréal. Bonjour. Madame Pierrette Laperle, intervenante, nouvelliste et animatrice d'ateliers d'écriture. Maître Liette Leduc, directrice principale aux affaires juridiques, Fonds de solidarité FTQ. Bonjour. Monsieur Paul Lewis, professeur retraité de l'École d'urbanisme et d'architecture de paysage de la Faculté d'aménagement de l'Université de Montréal. Bonjour. Madame Sylvie Parent, mairesse de la ville de Longueuil. Bonjour. Madame Valérie Plante, mairesse de la ville de Montréal et présidente de la communauté métropolitaine de Montréal. Bonjour. Monsieur Jean-Pierre Verret, professeur retraité, département de stratégie, responsabilité sociale et environnementale à l'UQAM. Et Monsieur Owen Alexander Rose, architecte principal de la firme Rose Architecture. Bonjour. Monsieur le secrétaire général, avons-nous quorum? Je vous confirme le quorum, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un propose l'ordre du jour? Oui, Monsieur le Président, j'aimerais le proposer. Quelqu'un seconde. Je vois que Maître Leduc seconde la proposition d'ordre du jour. Alors, merci beaucoup. Alors, bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans le cadre de la séance publique du conseil d'administration de l'Autorité régionale métropolitaine. Ce rendez-vous annuel demeure une priorité pour l'ARTM qui est responsable de planifier, d'organiser, de financer et de promouvoir le transport collectif. Un service qui est d'autant plus essentiel pour le développement durable et notre lutte collective contre les changements climatiques. Le directeur général va vous présenter dans quelques minutes les faits saillants de l'exercice 2020 qui a été, à tous les égards, exceptionnel. Nous avons collectivement démontré notre volonté et notre capacité de résister au choc de la pandémie tout en faisant progresser des chantiers majeurs qui sont essentiels pour l'avenir de notre collectivité. Les défis n'ont pas manqué, ni pour la RTM, ni pour nos partenaires, et encore moins pour les gouvernements.
nos employés et nos clients, eux aussi, ont dû faire preuve de résilience et de bienveillance. Nous avons entamé 2020 avec confiance et optimisme, déterminés à poursuivre le développement des services et à gérer l'augmentation de l'achalandage. Mais il en fut autrement. En mars 2020, le gouvernement du Québec a déclaré l'état d'urgence sanitaire et bien que les mesures de confinement aient été adoucies quelque peu pendant la période estivale, elles ont dû être resserrées fortement à l'automne lorsque la deuxième vague est apparue. La pandémie a bien sûr entraîné d'importants défis opérationnels que nos collègues des organismes publics de transport en commun ont relevés. Cette crise sans précédent a demandé l'implantation de mesures spéciales et bousculé les façons de faire, mais grâce à la collaboration de tous, le transport collectif est demeuré sécuritaire et ne constitue pas un foyer de contagion. La pandémie a aussi entraîné, comme ce fut le cas partout ailleurs dans le monde, une chute d'achalandage brutale et donc une chute tout aussi brutale des revenus. De concert avec les OPTC, nous nous sommes efforcés, avec succès, de maintenir un service accessible et fiable pour la population, tout en nous attaquant à la question du financement. Dès le mois de juin 2020, le gouvernement du Québec a annoncé la mise en place d'un programme d'aide d'urgence pour le transport collectif des personnes. Combiné aux efforts de l'autorité et des OPTC, l'aide promise dans le cadre de ce programme, que nous estimons à près de 1,2 milliard de dollars, nous a permis de compléter l'exercice 2020 et de déposer un budget équilibré pour 2021. Je saisis cette occasion aujourd'hui pour clarifier certaines choses en ce qui concerne le futur. Personne ne peut prédire à quelle vitesse les choses reviendront à la normale, ni dans quelle mesure les changements de comportement de la population et le télétravail auront un impact durable sur la mobilité et le transport collectif. Une chose est claire pour toutes les sociétés de transport collectif dans le monde. Il faudra des années avant de retrouver la courbe d'achalandage qui prévalait avant la pandémie. Nous avons donc pris le parti de planifier la reprise sur une période de plusieurs années. Nous considérons que le transport collectif peut contribuer à la relance économique et nous sommes prêts à nous y investir. Mais nous avons également le devoir de gérer les fonds publics et les ressources de manière responsable. Le conseil d'administration et la direction de l'ARTM, avec les directions des OPTC et les municipalités, travaillent présentement à l'élaboration d'un cadre financier pour la période 2021-2024. Étant donné que certains détails de ces travaux ont filtré dans les médias, je trouve important de faire cette mise au point. Tout d'abord, le travail est en cours. Aucune décision n'a été prise et aucune ne sera prise aujourd'hui, contrairement à ce qui a été rapporté. 2. Plusieurs scénarios sont examinés. 3. Le modèle doit forcément tenir compte des projections d'achalandage sur lesquelles nous travaillons avec les OPTC, mais on pense que le télétravail, à lui seul, pourrait représenter 17 % de baisse durable. 4. Si nos projections s'avèrent bonnes, le manque à gagner pour les 4 années en question sera très important. Probablement au minimum de 700 millions de dollars, mais peut-être plus. On a un défi devant nous qui pourrait être de l'ordre du milliard de dollars si on ne fait rien. 5. Maintenir un niveau de service adéquat est évidemment une priorité. Si une optimisation du service s'avère nécessaire, elle devra être sans effet négatif important pour les usagers dans le contexte d'une baisse d'achalandage importante et durable. Toutes les grandes villes sont aux prises avec le même problème. Le retour à la courbe historique va demander des années et ça se traduit par des chiffres affolants. À New York, pour la même période de 4 ans,
c'est 8 milliards de dollars qui manquent. À Toronto, c'est 800 millions juste pour 2021. Ça montre l'ampleur du défi. Donc, nous avons des enjeux financiers majeurs. Nous y travaillons et quand un cadre financier aura été développé et adopté, nous nous empresserons de l'expliquer. Malgré les efforts considérables qui ont dû être consacrés à la pandémie et à ses effets, 2 projets majeurs, mis au point de concert avec l'ensemble des partenaires municipaux, gouvernementaux et bien sûr avec les OPTC, ont progressé de manière significative. L'Autorité est fière d'avoir présenté en septembre le projet de refonte tarifaire, lequel a fait l'objet d'une vaste consultation publique. En effet, le projet visait la simplification et l'harmonisation des titres de transport sur le territoire, était attendu depuis longtemps et a été accueilli favorablement. L'implantation des premières mesures est prévue dans quelques jours, soit le 1er juillet prochain. Autre avancée majeure, l'Autorité a rendu public le projet de plan stratégique de développement du transport collectif, le PSD, qui a aussi fait l'objet d'une consultation publique, lors de laquelle nous avons recueilli des commentaires et des suggestions des citoyens, mais aussi d'experts de différents domaines d'activité. Les échanges que nous avons eus ont été riches et nous ont démontré que le développement du transport collectif suscitait un engouement toujours aussi grand dans la collectivité. Ce plan ambitieux, une première au Québec, découle d'une vision métropolitaine qui confirme un rôle vital et structurant au transport collectif et à la complémentarité de celui-ci avec les modes actifs et alternatifs. L'aboutissement de ces projets, entre autres, n'aurait pas été possible sans le travail soutenu des différents comités du Conseil. En effet, conformément aux articles 56 et 58 de la loi sur la RTM, le Conseil d'administration est constitué de 4 comités qui sont chargés d'étudier divers dossiers et de faire des recommandations au Conseil d'administration. Il s'agit du Comité de gouvernance et d'éthique et des ressources humaines, présidé par Maître Liette Leduc, du Comité de vérification et des finances, présidé par Mme André Lafortune, CPA, du Comité de suivi des projets et des technologies, présidé par Mme Diane Marleau, économiste, et du Comité chargé des qualités des services aux usagers, présidé par M. Jean-Pierre Évray, économiste. Je peux vous assurer que ces comités ont travaillé avec rigueur et efficacité afin de permettre à la RTM de faire avancer ces dossiers tout en faisant face à la crise. Enfin, je vous disais d'entrée de jeu que 2020 a été exceptionnel. Exceptionnelles aussi ont été les personnes qui nous ont aidés à poursuivre notre mission malgré les turbulences. Je veux donc prendre le temps ici de leur témoigner de notre reconnaissance. Merci aux administrateurs, aux dirigeants et aux employés d'Exo, du RTL, de la STL et de la STM qui ont continué d'assurer les services de transport collectif durant la pandémie. Vous avez démontré à quel point votre travail est essentiel. Grâce à vos efforts et aux usagers qui ont respecté les mesures sanitaires, le transport collectif n'a pas été un foyer de propagation du virus. Nous vous en sommes très reconnaissants. Merci aux élus, aux citoyens, aux partenaires, aux représentants de la société civile et aux différentes organisations qui ont contribué à faire avancer la mobilité durable en participant à de nombreuses consultations publiques que nous avons menées. Merci à la direction de la RTM et aux membres du conseil d'administration qui, malgré les restrictions liées à la pandémie, ont redoublé d'ardeur pour poursuivre les travaux afin que l'autorité soit prête à relever les défis lors de la reprise des activités. Merci aux employés de la RTM pour leur dévouement, leur professionnalisme et leur engagement envers le transport collectif. Enfin, merci au gouvernement du Québec pour l'aide financière si précieuse apportée pour pallier les effets dramatiques liés à la crise sanitaire. Nous nous considérons privilégiés d'avoir bénéficié d'un tel soutien financier
et nous remercions particulièrement le premier ministre Legault, les ministres Rouleau et Bonnardel de leur appui. Ce fut une année très exigeante, alors que nous avons navigué tous ensemble sur des eaux inconnues. Je suis très heureux de constater la mobilisation et l'engagement exceptionnel dont chacun a fait preuve. Encore une fois, merci. Merci, M. Chadler. Alors, j'invite maintenant M. Benoît Gendron, directeur général de la RTM, à nous présenter les faits saillants du rapport d'activité de l'année 2020. Merci, Michel. Bonjour. Comme M. Chadler l'a dit, 2020 a été une année exceptionnelle à tous les égards et ce n'est certainement pas ce que nous avions envisagé. Nous avons toutefois fait des pas de géant dans plusieurs dossiers majeurs, tout en gérant cette crise, et notre équipe peut, à juste titre, éprouver un sentiment de fierté. Dès les premiers signes de la propagation de la COVID, nous avons contacté nos homologues des grandes villes pour suivre de façon assidue l'évolution de la situation au plan international. Nous avons maintenu les échanges avec eux afin de partager les bonnes pratiques et vérifier certaines de nos projections. La pandémie a frappé durement le transport collectif partout dans le monde. Il devra se relever de cette crise financière sans précédent. Ainsi, la RTM et ses partenaires ont mobilisé rapidement des ressources, si bien que lors de l'apparition des premiers cas au Québec, les mesures sanitaires dans les transports collectifs avaient déjà été renforcées. La commande de 1,2 million de masques avait déjà été lancée et un comité d'urgence piloté par la RTM était en place pour évaluer la situation au jour le jour. Les sociétés de transport ont déployé une multitude de mesures et de procédures qui font en sorte qu'à ce jour, le transport collectif n'a pas été identifié comme un foyer de propagation du virus. Je tiens à remercier personnellement les directeurs généraux et l'ensemble des employés des OPTC pour le travail extraordinaire qu'ils ont fait pour offrir des services dans un environnement sanitaire et sécuritaire. Le transport collectif a été désigné comme étant un service essentiel et a pleinement joué ce rôle durant cette crise. En mars 2020, avec la mise en place des mesures de confinement, l'achalandage s'est effondré, entraînant une crise financière sans précédent. Au plus fort de la crise, l'achalandage des réseaux de transport collectif a chuté de près de 90 %. En moyenne, on a observé un achalandage en baisse de 56 % en 2020 par rapport à 2019. Actuellement, il est d'environ 36 %. Heureusement, le gouvernement du Québec a consenti une aide exceptionnelle qui a permis à la RTM et aux sociétés de transport de maintenir en 2020 et en 2021 un service semblable à celui qui prévalait en 2019, et ce, sans exercer une pression indue sur les finances des municipalités desservies. Nous remercions sincèrement le gouvernement du Québec qui a rapidement réagi et a fait preuve de leadership dans la gestion de cette crise. Grâce à cette aide et aux efforts d'optimisation consentis par les OPTC, nous avons pu compléter l'exercice 2020 et déposer un budget équilibré pour 2021. Malgré la pandémie, la RTM a continué à faire avancer ses grands projets. En premier lieu, la refonte tarifaire. Depuis des décennies, il est question de simplifier et d'harmoniser la tarification des services de transport collectif dans la région métropolitaine. C'est d'ailleurs un des volets majeurs de la mission qui a été confiée à la RTM lors de sa création en 2017. Le projet a fait l'objet d'une vaste consultation publique du 3 septembre au 23 octobre 2020 et a suscité un grand intérêt du milieu des citoyens et des médias. C'est en effet le projet de la RTM qui a obtenu la plus grande couverture de presse, une couverture majoritairement positive ou neutre. Plus de 30 000 personnes ont visité le site Web et 400 ont laissé un commentaire ou voté sur les questions qui leur étaient proposées. Quelques 300 personnes ou organismes ont assisté à l'une des 4 séances d'information publique tenues par visioconférence et plus de 130 questions ont été posées. L'Autorité a reçu 56 mémoires, avis, résolutions ou lettres exprimant des commentaires sur le projet.
Mme Randé-Lafortune et M. Jean-Pierre Évray, membres du conseil d'administration, ont présidé l'exercice et les audiences publiques. L'ensemble des commentaires et des mémoires ont ensuite fait l'objet d'un rapport rédigé par un organisme indépendant, l'Institut du Nouveau Monde, et a été rendu public en décembre 2020. À la lumière de ce rapport, la RTM a apporté des clarifications et des bonifications au projet, qui a été adopté à l'unanimité par le conseil d'administration le 18 décembre dernier. Notre projet de refonte tarifaire inclut également un chantier sur la tarification sociale. Lors de la consultation publique, plusieurs organismes communautaires se sont prononcés en faveur d'une tarification sociale basée sur le revenu. Nous les avons bien entendus. La RTM reconnaît que l'implantation d'un rabais pour les personnes à faible revenu favorise l'intégration sociale de tous les citoyens, notamment par l'accès au marché du travail, à l'éducation, aux services et aux loisirs. Nous nous sommes alors engagés à revenir aux groupes qui se sont exprimés sur la question, mais avant, nous devons en discuter avec le conseil d'administration. Autre dossier important de 2020, le projet de plan stratégique de développement du transport collectif pour la région métropolitaine de Montréal, qui a aussi fait l'objet d'une consultation publique. 4 rencontres d'information ont été tenues, de même que 7 séances d'audition de mémoire. Une plateforme web, une importante campagne de communication ont été mises en place pour susciter la participation du grand public. Des centaines de citoyens se sont exprimés et plus de 100 mémoires, avis, résolutions ou lettres ont été reçues. Mme Chantal Deschamps, mairesse de Repentigny, a présidé l'exercice, accompagnée de M. Pierre Chedler et de Mme Diane Marleau, respectivement présidente et vice-présidente du conseil d'administration. L'ensemble des commentaires et des mémoires ont ensuite fait l'objet d'un rapport rédigé par l'Institut du Nouveau Monde. Ce rapport a été rendu public en mars 2021. Le projet de PSD et ses objectifs généraux ont été accueillis favorablement par la majorité des participants, plusieurs ayant souligné sa qualité d'ensemble. Il a été adopté par le conseil d'administration le 15 avril. Il a été transmis au gouvernement afin de valider sa conformité aux orientations gouvernementales en matière d'aménagement du territoire et de mobilité durable avant son approbation par le Conseil de la communauté métropolitaine de Montréal, qui est envisagé dans les prochains mois. Rappelons que le PSD prévoit augmenter l'offre de services de transport collectif de 60 % d'ici 2035, renforcer le réseau structurel, assurer une couverture harmonisée des services, améliorer l'expérience des usagers et enfin accroître le financement de façon à maintenir la qualité du réseau et augmenter l'offre de services. À terme, nous aspirons à ce que la majorité des déplacements des quelques 4 millions de citoyens de la grande région métropolitaine soient réalisés en mode collectif ou actif et que d'ici 2035, quelque 35 % des déplacements en période de pointe du matin soient réalisés en transport collectif, alors que cette part se maintient à 25 % depuis plus de 10 ans. L'enjeu est de réduire la congestion automobile, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, et ainsi de participer au développement économique en facilitant les déplacements dans la région métropolitaine. Évidemment, la mise en œuvre de ce plan ambitieux nécessitera des investissements majeurs en infrastructures à construire ou à restaurer. Nous estimons des coûts supplémentaires d'immobilisation de l'ordre de 45 à 56 milliards de dollars d'ici 2035. Les coûts supplémentaires en matière d'exploitation sont évalués pour cette même période de 15 ans entre 15 et 18 milliards de dollars. Toujours au chapitre des bonnes nouvelles, les projets d'infrastructure en cours ont continué d'avancer à bon rythme pendant l'année. D'ici 2025, la mise en service progressive du REM et le réaménagement des services de bus à son voisinage permettront un accroissement important de l'offre globale de services de transport collectif. Ce grand projet, comme tous les autres qui sont en cours, accompagne la reprise des activités socio-économiques de la région. De plus, la RTM va mener des études d'axes structurants de transport collectif pour soutenir l'augmentation de l'offre de services prévue dans le PSD.
La RTM accompagne actuellement la réalisation de 2 autres projets majeurs d'infrastructure. La mise en service du SRB de P9 depuis Laval jusqu'à la rue Notre-Dame à Montréal, sur une distance de 13 km. Il comptera bien 20 stations et permettra aux services de bus qui l'emprunteront de transporter rapidement plus de 70 000 personnes par jour et de profiter d'aménagements sécuritaires, universellement accessibles et confortables. Le prolongement de la ligne bleue du métro jusqu'à Anjou. En ce qui concerne ce projet, permettez-moi de vous rappeler qu'un groupe d'action a été créé à la demande de la ministre Mme Rouleau et que ce dernier doit soumettre au gouvernement du Québec d'ici la fin du mois de juin 2021 des recommandations afin d'optimiser les coûts et les revenus du projet. En collaboration avec ses partenaires, la RTM assure également la coordination et l'intégration des services de transport adaptés afin de répondre aux besoins et habitudes de déplacement des personnes ayant des limitations fonctionnelles. En 2020, l'Autorité a entamé une démarche d'analyse et d'évaluation de la performance d'accessibilité de certains actifs métropolitains. Les résultats ont permis de tracer un portrait des améliorations réalisées et de déterminer leur niveau de complexité et de faisabilité. Ces améliorations concernent notamment la signalisation, l'élimination d'obstacles à la mobilité, le mobilier et les équipements. Premier pas dans le projet de développement d'une centrale de mobilité, Chrono est une application qui permet aux usagers de consulter les horaires, de planifier un trajet impliquant plusieurs modes de transport et de recevoir des alertes personnalisées sur l'état du service en temps réel. Des améliorations ont été apportées à Chrono en 2020, notamment pour rendre l'application plus facilement accessible aux personnes ayant des limitations fonctionnelles. Dans le contexte de la pandémie, nous avons également mis en place un projet pilote, soit le titre Bus sans contact, permettant aux usagers d'acheter et de charger un titre sur un téléphone cellulaire. Malgré son utilisation dans le réseau de bus seulement, ce projet a connu un bon succès, si bien que l'Autorité va poursuivre le développement afin de proposer un produit encore mieux adapté aux besoins de la clientèle. Autre innovation, l'Autorité a commencé le déploiement d'une fonctionnalité permettant aux usagers de connaître le niveau d'achalandage. À terme, l'Autorité souhaite bonifier l'application avec l'ajout d'autres services de mobilité durable, dont l'autopartage et le covoiturage, et ce, dans une perspective de mobilité intégrée. En terminant, je voudrais remercier le conseil d'administration de son audace, de sa détermination et de la confiance qu'il accorde à l'équipe de la RTM. Garder le cap, continuer à aller de l'avant dans la réalisation des projets majeurs, tout en gérant une crise sanitaire sans précédent, témoigne de son engagement à faire avancer la mobilité et à être prêt à faire face aux grands défis qui nous attendent. Parmi ceux-ci, le défi de l'achalandage. En effet, selon nos projections actuelles, nous considérons que ce n'est pas avant 2032 que nous atteindrons un nombre de déplacements semblable à celui de 2019. Nous estimons même que l'impact du télétravail, entre autres, se traduirait par une baisse d'environ 17 % du nombre de déplacements en transport collectif dans la région métropolitaine. Je voudrais enfin remercier très sincèrement les membres de la direction, les employés de la RTM, qui ont su s'adapter rapidement à un nouvel environnement de travail et qui ont permis la poursuite des activités et la réalisation de projets si déterminants pour l'avenir du transport collectif. Résilience et ambition. Voilà les mots qui résument parfaitement l'année 2020 et c'est avec la grande équipe de la RTM a continué à démontrer en 2021 grâce à son engagement indéfectible envers notre mission. Merci de votre attention. Merci, M. Gendron. Nous arrivons maintenant à la période de questions. Mais juste avant, nous aimerions partager avec vous une vidéo que nous avons produite le mois dernier. Alors, une équipe de la RTM est allée à votre rencontre, à la rencontre des usagers dans le réseau, pour entendre ce qu'ils avaient à nous dire au sujet de leur expérience en transport collectif dans le contexte actuel que l'on connaît de la pandémie. Alors, nous avons recueilli leurs commentaires
Et nous avons évidemment mené cet exercice dans le respect des consignes sanitaires et sécuritaires. Alors voici ce que vous nous avez dit. Bonjour, ici Xavier Boiron pour la RTM. Aujourd'hui, on s'en va à la rencontre des usagers du transport en commun. On veut vous entendre, on veut savoir c'est comment prendre le métro et le transport en commun en 2021. La parole est à vous. Le gel, c'est pas mal. Les masques, après, je pense que c'est la responsabilité de chacun d'en avoir. Aucun problème, là. J'ai pas remarqué de changement à part le fait qu'on porte un masque. Comment ça se passe, le transport en commun, dans la dernière année? J'ai quand même vu plus de gens qui nettoyaient le métro depuis comme des années que je le prends. C'est sûr que là, moi, je fais très mère de famille, mais bon, c'est ça mon profil en ce moment. Mais les poussettes, c'est sûr que l'ascenseur ici, c'est bien apprécié. C'est encore très rare. Là, comme moi, mettons, l'escalier roulant, je peux m'arranger avec ça. Mais tous les métros, là, le design des années 60, t'arrives ici, puis là, après, c'est des escaliers pas roulants. Fait que bref, j'ai pas compris pourquoi l'idée à l'époque. Je voulais voir avec vous comment ça se passe prendre le transport en commun en 2021. Super bien. Ouais. Les gens sont respectueux, les masques et tout. Puis on traîne si on a besoin de quoi que ce soit. Là. Moi, j'ai mes lingettes dans mon sac au cas où, puis... C'est bien entretenu, c'est propre, c'est... La fréquence des métros la nuit, c'est bien, on n'attend pas trop. Je dirais qu'en 2021, avec la COVID et tout, c'est très dispersé, beaucoup plus qu'avant. Donc moi, je dirais que l'expérience est plus agréable que c'était dans l'année précédente. J'apprécie de pouvoir prendre le bus, de pouvoir aller à plein d'endroits, de pouvoir aller à l'école en bus, de pouvoir aller voir mes amis en bus. Moi, je trouve que c'est pas mal tranquille parce que, avec les mesures de la COVID maintenant, c'est bien sécuritaire avec les masques et tout ça. Là. Avec vous, comment ça se passe, prendre le transport en commun en 2021? Bon, moi, j'ai aucun problème avec ça. Moi, ça va très bien. Si vous aviez les administrateurs du transport collectif devant vous, vous pouviez poser n'importe quelle question, donner n'importe quel commentaire, qu'est-ce que vous leur diriez? La ligne Longueuil, quand est-ce qu'on va avoir des métros neufs, nous autres aussi? Arrêtez de mettre deux autobus un en arrière de l'autre. C'est vraiment ça votre message aujourd'hui? Oui, c'est vraiment ça le message que j'ai à leur dire. Renforcer les autobus aux heures de pointe. Juste ça, ouais. Si on avait des petites stations de métro un peu plus loin, style à la limite de Longueuil et de Saint-Hubert, moi j'apprécierais, ça ferait moins long en autobus. Augmenter le nombre de véhicules, ça permettrait genre qu'il y ait moins de gens, que ce soit moins compact. Plus de sécurité pour les femmes le soir dans les métros et autobus. Je pense qu'on pourrait commencer par ajouter plus de lignes de bus dans des régions, ou en tout cas des parties de la ville qui sont moins couvertes. Peut-être proposer des options quand un bus passe pas, justement, comme dire vous pouvez prendre ce bus-là à la place. Les autobus ne sont pas timés que le métro. Le métro il arrive à 35, l'autobus part à 36. Au moins les mettre à des heures qui fitteraient avec le métro un peu plus. L'autobus, j'apprécie beaucoup que maintenant, ça baisse. Ça, c'est des améliorations qui sont ultra appréciées. Donc ça, je tiens à souligner quand même là, que les nouveaux autobus, c'est comme jour et la nuit là, de pouvoir rentrer. Fait que ça, j'apprécie beaucoup là, les améliorations qu'il y a eu à ce sujet-là. Fait que de continuer dans cette veine-là pour l'accessibilité, ça permet aux gens de pouvoir se déplacer. Là, puisque les gens disent « Ah, 3 enfants, tu vas avoir un char. » Je dis « Non, non, non. » Fait que là, moi, je suis comme « Non. » Puis quand les transports en commun font des choses comme ça, bien, ça met du poids. Oui, c'est encore possible là, de ne pas avoir d'auto, même avec des enfants. C'est la première fois en 2021 que je prends le métro et l'autobus. Je demeure à Saint-Hilaire. Je suis satisfait pleinement du transport en commun, autant sur la rive sud pour aller jusqu'à Saint-Hyacinthe comme à Montréal. C'est merveilleux. J'aimerais leur demander s'ils ont un plan général pour le futur, comment ils envisagent à la fois le transport en commun et la relation aux gens qui l'utilisent, pas justement d'un point de vue administratif ni financier, mais en relation avec la population qui l'utilise. C'est ici que se termine le Vox Pop pour nous. Merci à tous les participants pour vos commentaires et voyons voir comment on va pouvoir continuer d'améliorer le service dans notre transport collectif dans la grande région de Montréal. Bravo pour le transport en commun. Alors voilà. Alors,
J'aimerais maintenant inviter Mme Diane Marleau, vice-présidente du conseil d'administration, à nous faire part des questions que nous avons reçues du public. Merci, M. Lemay. Alors, bonjour et bienvenue à cette période de questions. Le 3 mai dernier, la RTM a publié l'avis de convocation à cette séance publique du conseil d'administration. Ce faisant, par le biais d'un formulaire en ligne, les citoyennes et les citoyens étaient invités à transmettre leurs questions aux membres du conseil ou à la direction. Les personnes intéressées avaient jusqu'au 31 mai à 17 h pour transmettre leurs questions. Nous en avons reçu une trentaine, dont certaines se recoupaient et ont été regroupées par thème. Considérant le temps limite que nous avons à notre disposition, il est possible que nous répondions par écrit à quelques-unes d'entre elles. Mais sans plus tarder, nous allons commencer avec la première question, qui est de M. Osvaldo Nunes, de l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées d'Antique-Saint-Laurent. Combien coûte la réduction de 50 % du tarif des aînés dans le transport en commun? Combien coûterait la gratuité pour tous les aînés de l'île de Montréal? Pourquoi ne pas avoir accordé la gratuité à partir du 1er juillet 2021? Sa question est appuyée par celle de M. François Marquis, de la même association, qui dit « Est-il possible que le rabais de 50 % annoncé soit transformé en gratuité complète dans les prochaines semaines? » Alors, je vais demander à M. Daniel Bergeron, directeur exécutif planification des transports et mobilité de la RTM, d'y répondre. Et sa réponse sera suivie d'un complément qui sera fait par la mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante. Bonjour. Donc, a priori, un rabais de 40 % est offert aux personnes de 65 ans et plus dans l'ensemble de la région de Montréal pour l'accès à tous les services de transport en commun qui sont offerts. Simple disposition, disposer d'une carte Opus avec photo témoignant de votre âge de 65 ans et plus. Vous avez accès, a priori, à l'ensemble de ces rabais, du rabais de 40 %. En plus, certaines municipalités souhaitent offrir à leurs citoyens un rabais additionnel par rapport aux rabais offerts à l'échelle de la région. C'est le cas à Sainte-Julie, à Laval ou à Longueuil et prochainement, le 1er juillet, à Montréal. Et je laisse Mme Valérie Plante vous en parler. Ah, OK. Donc, on a un problème technique. Ce qu'elle aurait aimé vous annoncer, c'est qu'un rabais de 70 % en fait, un rabais additionnel global de 70 % va être offert aux Montréalais à partir du 1er juillet prochain, donc aux Montréalais âgés de 65 ans et plus. Okay. Merci, M. Bergeron. Il y a un petit problème technique en ce moment avec Mme Plante, mais on va revenir avec sa réponse quand elle pourra communiquer avec nous. Alors maintenant, on a la question de Mme Marie-Paule Gagné, qui est citoyenne et qui souhaite savoir pourquoi la nouvelle tarification ne tient pas compte des gens qui utilisent seulement le train. Monsieur Bergeron, la parole est à vous. Oui. L'orientation puis le leitmotiv de l'ensemble de la réforme tarifaire a été de simplifier la tarification pour les usagers et d'améliorer l'intégration des services. Dans la région, on dispose de services par autobus, par train, par métro, bientôt par REM, par transport adapté. Et l'idée était résolument de simplifier l'accès à tous ces services. Donc, on a privilégié l'approche d'un seul tarif tous les modes plutôt que des spécifications de tarifs pour chacune des combinaisons de modes possibles, encore une fois, au profit de la simplicité. Donc, dorénavant, plutôt que d'avoir accès uniquement au train avec votre titre, vous allez avoir accès à la fois à l'autobus pour vous rendre au train et subséquemment au métro à partir de votre destination, pour vous rendre à destination après le train. Merci, M. Bergeron. Alors maintenant, c'est M. Marc-Antoine Bianchi, citoyen. Est-ce dans les plans d'ajouter une gare de correspondance sur la ligne de train Saint-Jérôme pour une correspondance avec la station du REM à Canora? Je vais demander à M. Marc Blanchet, directeur exécutif gestion des infrastructures et du portefeuille de projet à la RTM, d'y répondre. Merci beaucoup, M. Bianchi, pour votre question. Vous avez raison, c'est un principe important de faire du maillage entre les différents systèmes du réseau. Dans ce cas précis que vous parlez à Canora, ça avait été regardé comme toutes les intersections avec les systèmes à l'époque.
où on avait fait la planification du mode de transport. Et puis, dans ce cas-là précis, à cause de la configuration des lieux, alors, en raison des systèmes de sécurité avec les trains, il n'était pas possible de faire une interconnexion sécuritaire à cet endroit. Merci, M. Blanchet. Maintenant, c'est au tour de M. Jean-Mathieu Mercier, citoyen. Pourquoi les passes externes en banlieue coûtent-elles plus cher qu'une passe mensuelle pour l'intégralité du transport en commun de l'île de Montréal? Qu'est-ce qui justifie que la possibilité d'utiliser quelques lignes de bus coûte davantage que l'utilisation de tout le réseau de la STM? Alors, on attend la réponse de M. Bergeron. Oui. La question est bonne. En fait, la stratégie qu'on a utilisée pour établir les tarifs de la refonte tarifaire a été à toute fin pratique de s'arrimer au tarif moyen qui existe actuellement dans chacune des zones. Donc, le tarif moyen actuellement sur l'île de Montréal va être utilisé pour les nouveaux titres de la refonte tarifaire. Même chose à Laval-Longueuil, même chose dans les couronnes. Ce qui fait que le tarif moyen qui est retenu par la refonte tarifaire pour la couronne sud et la couronne nord là, est de l'ordre de 100 $ par mois. Cette approche, en plus d'être relativement simple, plutôt parce que faire varier les tarifs selon le type ou l'offre de service relativement différente sur le territoire aurait augmenté le nombre de titres plutôt que les diminuer. Donc, en plus de simplifier, notre approche permet de faire en sorte que pour plus de 95 % de nos clients, la refonte tarifaire est neutre ou favorable en matière de tarifs. Quant aux 5 % de clients qui vont faire face à une hausse de tarifs, dans tous les cas, il y a une amélioration ou une augmentation de l'offre de service qui leur est proposée. Merci, M. Bergeron. Alors, on a la mairesse, Mme Valérie Plante, avec nous et je vais lui demander d'apporter son complément d'information sur le thème du tarif pour les aînés à Montréal. Merci, Mme Plante. Merci beaucoup, Mme Marleau. Désolée de ce contretemps. Alors, merci, M. Bergeron, pour la première partie. Et la deuxième, écoutez, évidemment, on a travaillé de concert avec la RTM afin d'amener cette amélioration où on avait un désir très fort de pouvoir soutenir les personnes aînées au niveau de leur accessibilité ou la façon dont ils peuvent se déplacer dans le réseau de la STM. Alors, cet effort supplémentaire de 9,3 millions de dollars qui a été réservé à même le budget de la Ville de Montréal en novembre dernier et qui servira justement à augmenter, à ajouter un rabais, un ajout de 50 % sur le rabais déjà existant pour les personnes aînées, ce qui porte maintenant le rabais à 75 %. Vous comprendrez que, étant donné la COVID, entre autres choses, il y avait des choix difficiles à faire, mais on est très fiers comme administration d'avoir gardé le cap, à poser un geste fort sur cette notion d'accessibilité. Alors, 75 % sur la passe pour les aînés, ainsi que la gratuité pour les 12 ans et moins. Ça aussi, c'était important pour nous de soutenir les familles, les jeunes qui prennent le métro, l'autobus et tout le reste. Alors, je remercie bien sûr la RTM de nous avoir accompagnés là-dedans. Et encore une fois, je pense que ça marque le pas sur la nécessité de rendre le transport collectif accessible pour le plus grand nombre de personnes possible. Merci. Merci, Mme Plante. Maintenant, c'est la question de Mme Renée Laurando, citoyenne. Je me demande simplement à quand l'accessibilité universelle dans les transports en commun de Montréal. Je suis une personne à mobilité réduite et je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas prendre le train de banlieue pour lequel je paie des taxes depuis des années, alors que je peux le faire dans la plupart des grandes villes canadiennes offrant ce genre de service. Monsieur Bergeron, pouvez-vous répondre à cette question? Oui, merci pour la question. C'est une question importante et qui est importante pour nous aussi, puisqu'elle fait partie d'un programme spécifique du plan stratégique de développement des transports collectifs. Donc, quand on a planifié l'avenir des transports collectifs dans la région et des interventions qu'on souhaite faire au cours des prochaines années, l'accessibilité universelle en fait partie intégrante. Donc, un programme spécifique est dédié à cette fin pour rendre l'ensemble de nos services, de nos équipements accessibles aux personnes à mobilité réduite. Et universellement accessible, c'est aussi agir sur la signalisation, sur l'information aux voyageurs qui permettent de planifier un déplacement, sur les sites à proximité de nos infrastructures de transport collectif, là, en amont ou en aval de vos déplacements. Donc, ça va faire vraiment partie d'un des programmes de développement des transports collectifs que celui de rendre l'ensemble
des infrastructures et services accessibles. Merci, M. Bergeron. Maintenant, on va passer à la question de M. François Pépin de Trajectoire Québec et je vais lire d'abord son préambule à la question. À la page 101 du rapport annuel 2020, dans la section 18, Obligations et droits contractuels des notes complémentaires aux états financiers consolidés, les versements prévus pour les 5 prochaines années en vertu de l'entente contractuelle de mars 2018 sur les paiements pour l'offre de services de transport du REM montrent un montant de 574 millions en 2025. Or, dans la présentation générale de l'entente de fourniture et d'intégration de services du REM d'avril 2018, l'estimation de la contribution de sources de financement pour une année type, référence 2027 sans inflation, est de 438 millions de dollars. Alors, ces questions sont les suivantes. Qu'est-ce qui explique cet écart à la hausse? Est-ce dû à une sous-estimation de l'achalandage dans l'étude Steer-Davis-Gleave? Et quels seront les impacts sur les contributions du gouvernement, des municipalités et des usagers? Je vais demander à M. Benoît Gendron, directeur général de la RTM, de répondre à ces 3 questions. M. Pépin, dans un premier temps, on a actualisé justement les données d'achalandage selon 2 critères. Le premier critère, évidemment, il y a eu un délai dans l'ouverture du REM, donc on en a tenu compte. Le deuxième, c'est toute la pandémie. Vous comprendrez également que l'évaluation actuelle avec la COVID est très volatile, donc c'est un estimé qu'on a fait là, au meilleur de notre connaissance en fonction des données là, qu'on prend au niveau de ce qui se passe à travers le monde. En ce qui concerne l'impact sur les 3 contributeurs, la part relative en pourcentage va être la même par rapport au montant là, qui est légèrement plus élevé. Merci, M. Gendron. Maintenant, c'est au tour des citoyens David Murray et Anne Tivierge. Le télétravail a pris beaucoup d'importance depuis 1 an avec la pandémie. On sait qu'une partie des travailleurs envisage de retourner à temps partiel au bureau. Allez-vous offrir des cartes mensuelles et des abonnements pour les personnes qui auront besoin de prendre les transports en commun quelques jours par semaine seulement? Alors, M. Bergeron va répondre à la question. Oui, avec le premier niveau de réponse, avec la refonte tarifaire, les nouveaux titres qui vont être produits ou intégrés à la refonte tarifaire vont être déclinés dans toutes les gammes. Par exemple, de l'abonnement annuel, titre mensuel, carnet de 10 billets et paiement à l'unité. Donc, au minimum, les différents titres auront ces déclinaisons-là pour s'arrimer aux besoins ou aux habitudes de déplacement des personnes qui vont probablement évoluer dans les prochaines années. À l'heure actuelle, avant la refonte tarifaire, tous les produits n'étaient pas offerts, par exemple, en carnet de 10. On va systématiser ces déclinaisons-là. Et des produits additionnels pourront aussi être élaborés au fur et à mesure qu'on verra ensemble quels sont les nouveaux besoins de mobilité liés au télétravail. Donc, ça va être un processus en évolution, mais a priori, un certain nombre de mesures sont déjà considérées comme les carnets de 10 billets appliqués sur l'ensemble des titres, en particulier les titres entre les zones tarifaires, chose qui n'existe pas aujourd'hui. Merci, M. Bergeron. Madame Stéphanie Renaud, citoyenne. Je travaille dans l'Est de Montréal. Je prends l'autobus sur Sherbrooke-Est. Je vois souvent passer des autobus venant de Repentigny et qui vont vers le métro. Serait-il possible que ces autobus fassent des arrêts aux endroits très fréquentés en sol montréalais, par exemple le CLSC? Monsieur Bergeron? Oui, votre question est de plus en plus soulevée par de nombreux usagers qui, dans certains corridors, dans certains secteurs de la région de Montréal, voient des services d'autobus offerts par différents exploitants passer dans leur rue. Par contre, un seul des exploitants peut permettre d'embarquer ou débarquer là, selon les endroits. Et on est en train d'examiner, donc, lorsque c'est approprié, de pouvoir permettre à plus d'un exploitant d'offrir du service à la clientèle face à laquelle il passe. Le corridor que vous mentionnez fait partie des corridors à l'étude, mais il y en a 7 ou 8 autres qui existent de ce type dans la région de Montréal. On aura des choix à faire, des ajustements. Par exemple, lorsque la capacité est disponible, c'est souvent plus facile en hors-pointe et c'est à l'extérieur des périodes de pointe que le besoin est plus grand. Donc, selon les périodes de la journée, on pourrait ajuster notre stratégie, mais c'est définitivement à l'étude. Merci. Maintenant, c'est Mme Laurel Cleux-Thompson, citoyenne. Si la jonction Jacques-Cartier était reconstruite et réaménagée,
le train Exo-Mascouche pourrait venir au centre-ville sur les voies de la subdivision La Chute, ce qui offrirait des possibilités de déplacement aux résidents de Rivière-des-Prairies, de Montréal-Nord et d'Antique et stimulerait également le développement commercial. La RTM envisage-t-elle de réaménager la jonction Jacques-Cartier et cette idée est-elle réalisable dans un avenir rapproché? Alors, je vais demander à M. Marc Blanchet de répondre à la question. C'est intéressant comme question, puis on voit que vous connaissez bien le réseau ferroviaire là, de la région. La ligne de train à cet endroit, elle appartient au CP et on partage la ligne entre le service de train de passagers et de train de marchandises. Puis le problème qu'il y aurait à cet endroit, c'est qu'on n'arrive pas à insérer, il ne reste pas assez de temps entre les passages de train de marchandises pour insérer les services dont vous faites référence. Alors, ce ne serait pas possible, malheureusement, là, dans les conditions actuelles. Merci, M. Blanchet. M. Axel Fournier, de l'Association pour le transport collectif de la Rive-Sud, qu'on appelle l'ATCRS. Dans la politique de financement de la RTM, il est prévu que le déficit résiduel des services d'autobus, de train et de métro est calculé en déduisant des dépenses imputables à ces services et les revenus générés par ceux-ci. Par quelle méthode la RTM procède-t-elle pour attribuer des revenus des nouveaux titres tout mode ou des anciens titres tram alors que leurs titulaires utilisent plusieurs réseaux? Monsieur Bergeron. Oui. À chacune des phases de déploiement de la refonte tarifaire, on va devoir adapter le mécanisme d'allocation des revenus tarifaires aux différents services qui sont utilisés avec ces titres. A priori, c'est en fonction de l'utilisation des différents réseaux que seront répartis les revenus tarifaires. La méthode plus particulière utilisée pour mesurer l'utilisation des réseaux est en train d'être élaborée. Elle va s'appuyer sur les données du système Opus, qui pourra utiliser les notions de passagers ou de passagers-kilomètres pour faire cette répartition-là. Merci pour votre réponse. Monsieur Claude Fournier, de l'ATCRS. La RTM a lancé un appel d'offres pour une desserte fluviale entre Pointe-aux-Trembles et le Vieux-Port. Dans un contexte de travaux dans le pont-tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine, est-ce que la RTM a étudié ou compte étudier l'opportunité de prolonger cette desserte vers Varennes comme mesure de mitigation? Monsieur Gendron, je vais vous demander de répondre à cette question. La navette fluviale entre Pointe-aux-Trembles et le centre-ville est une poursuite du projet pilote là, qui avait eu lieu il y a 2 ans. On a dû la cesser l'an dernier. En ce qui concerne les mesures d'atténuation pour le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine, les premières entraves vont avoir lieu cet automne. Donc, on va regarder la mise en place là, de navettes fluviales davantage pour la prochaine saison estivale, c'est-à-dire en 2022. Et également, l'Autorité va déposer un plan d'affaires pour revoir là, l'ensemble des services de navettes fluviales là, à travers la grande région métropolitaine. Merci, M. Gendron. Maintenant, M. Jérôme Saunier, citoyen. Ma question concerne l'accessibilité de la navette fluviale reliant le Vieux-Port et Pointe-aux-Trembles. Cette année, la navette doit être accessible aux personnes à mobilité réduite selon le devis technique de l'appel d'offres. L'accessibilité sera-t-elle universelle ou partielle? Pouvez-vous nous donner des précisions à cet égard et expliquer ce qui a guidé la formulation des exigences? Alors, M. Bergeron, je pense que vous pouvez répondre à cette question. Oui. En fait, premier élément, on s'est appuyé sur l'expérience de 2019 pour améliorer l'accessibilité au service de navette fluviale qui va être offerte cet été en 2021. Donc, d'abord l'expérience de 2019, mais aussi sur le rapport du groupe Kéroul qui a été produit à partir de cette expérience. Évidemment, vous l'avez mentionné dans votre question, le devis demande à ce que le service de navette soit accessible pour les personnes à mobilité réduite. Plus spécifiquement, ce qui va être réalisé cette année en amélioration par rapport à la fois dernière, l'aire d'attente à Pointe-aux-Trembles va disposer d'un espace couvert avec des places pour s'asseoir et une amélioration en particulier à la rampe d'accès au bateau, là, entre le quai et le bateau, pour que ce soit non seulement sécuritaire, mais aussi confortable comme transition pour les voyageurs. On est en train d'examiner d'autres possibilités d'amélioration, mais qui vont être évidemment en lien avec la capacité des armateurs, donc des fournisseurs de bateaux, qui sont quand même limités dans la région de Montréal, à offrir ces mesures et au temps dont on dispose là, pour avoir un service là, dès l'été prochain. Merci, M. Bergeron.
Maintenant, M. Simon Laporte de l'ATCRS. En janvier 2021, la ville de Salaberry de Valleyfield s'est désengagée de la RTM, laissant en plan les usagers de la région qui doivent désormais effectuer une correspondance pour se déplacer vers Montréal et Châteauguay notamment. Où en sont les négociations avec Salaberry de Valleyfield pour une reprise du service d'ici la rentrée scolaire? Je vais passer la parole à M. Gendron. Les rencontres de travail se tiennent présentement entre EXO, Salaberry de Valleyfield et évidemment l'autorité. L'objectif, c'est que dès la rentrée scolaire, il y a un lien direct pour desservir les citoyens du territoire pour se rendre directement là, au cégep à Salaberry de Valleyfield. Merci. Sur le même thème, il y a la question de Mme Louise Girard de l'ATCRS. Nous craignons que la situation de Salaberry de Valleyfield se reproduise dans d'autres municipalités hors territoire, dont les importants pôles de services régionaux que sont Saint-Hyacinthe et Sorel-Tracy. Quel est le plan de l'ARTM pour éviter le désengagement de ces municipalités essentielles, notamment pour la bonne desserte de lignes comme les lignes 200 et 700 d'EXO? Monsieur Gendron? En fait, il faut comprendre que dès la création de l'autorité, la loi prévoyait qu'on devait assurer la continuité des services des anciens CIT. Donc, à partir du moment où des municipalités en dehors du territoire décident de prendre en charge leurs services locaux, ils sont tout à fait dans le droit de le faire. Par contre, on veut s'assurer de maintenir des liens justement avec ces pôles-là, notamment pour les dessertes pour les écoles ou pour les hôpitaux, et de créer des liens directs également à destination du centre-ville pour avoir une meilleure intégration des services. Merci. Madame Marie-Claude Malenfant, citoyenne. Le trafic sur la 13 fait que l'autobus 404 des mesures d'atténuation des travaux du REM est en retard de plus de 45 minutes. Est-ce qu'il y aura une modification d'horaire ou on peut penser à intégrer déjà des autobus au terminus Mansfield durant les heures de pointe? Alors, je vais demander à M. Blanchet de répondre à la question. Oui, merci pour la question. Quand j'ai reçu votre question, j'ai fait sortir les données du mois de mai, puis on voit qu'en général, là, les autobus sont plutôt en avance sur leur heure d'arrivée qu'en retard. Mais vous avez raison, dans la semaine dernière, en particulier le 25 mai, là, il y a eu une fermeture du pont de l'île aux Tourtes, là, comme tout le monde a suivi ça avec intérêt dans l'actualité. Puis ça a affecté la circulation sur la région, là, puis ça a même affecté donc la circulation sur l'autoroute 13. Quand les deux voies du pont de l'île aux Tourtes ont été rétablies, là, la situation s'est replacée. Il reste effectivement là, des entraves sur l'autoroute 13, entre autres au pont Louis-Bisson, puis au niveau de l'échangeur là, avec l'autoroute 40. Puis on observe des temps là, de parcours entre 50 et 55 minutes là, en direction de Deux-Montagnes. Je peux vous assurer qu'avec nos partenaires, on va continuer à suivre là, de près là, les temps de parcours, les statistiques, puis on va s'ajuster aux besoins. Merci, M. Blanchet. Maintenant, M. Paul Easton, Coalition REM, Rivière-des-Prairies. Dans le cadre du projet de REM de l'Est, annoncé par la CDPQ Infra et la CAQ, nous sommes très contents de savoir que l'Est de Montréal recevra finalement un système de transport commun pour desservir une population mal desservie. Cependant, le quartier de Rivière-des-Prairies semble avoir été oublié dans ce projet. Qu'est-ce que la RTM prévoit faire pour cette population qui a besoin d'un meilleur système de transport en commun que des autobus? Monsieur Bergeron? Oui, c'est une situation qu'on va regarder de près. Beaucoup d'ébullition est en cours dans l'Est de Montréal, notamment avec le prolongement de la ligne bleue, avec le projet du REM de l'Est, avec les différentes études qu'on mène pour décongestionner la ligne orange du métro. Ceci dit, le quartier auquel vous faites référence là, a attiré néanmoins notre attention et va faire l'objet d'une attention particulière dans l'élaboration d'un plan sectoriel d'amélioration des services de transport collectif qu'on va mener dans ce secteur, comme dans les autres secteurs de la région, mais plus particulièrement pour le vôtre. On va le mettre en lien avec les besoins auxquels répondent les nombreux projets que j'ai cités précédemment, mais surtout ceux qui ne sont pas répondus par ces projets, donc proposer des solutions qui vont, on l'espère, de pouvoir répondre aux besoins de mobilité de Rivière-des-Prairies là, en particulier.
Merci, M. Bergeron. Maintenant, c'est M. Guillaume Barrette de l'AT-CRS. La loi sur l'autorité régionale de transport métropolitain prévoit que le déficit résiduel des modes guidés et des services express métropolitains est calculé au prorata des résidents des différentes municipalités qui sont usagers. La pandémie a chamboulé les patrons de déplacement. La RTM compte-t-elle procéder à de nouvelles enquêtes pour déterminer les contributions municipales post-pandémie? Je vais demander à M. Bergeron de répondre à cette question. L'Autorité, avec les organismes de transport, on mène périodiquement des enquêtes et sondages dans la région de Montréal pour connaître les habitudes de déplacement des personnes, leurs besoins aussi nouveaux qui pourraient survenir, à la limite aussi leur niveau de satisfaction quant aux services qui sont proposés pour identifier des pistes d'amélioration. Ceci dit, c'est un programme relativement exhaustif d'enquêtes, sondages qui sont menés. Le pilier de ces enquêtes demeure l'enquête origine-destination qui est réalisée à tous les 5 ans, la plus récente en 2018, la prochaine en 2023. On dérive notamment de ces informations-là, en plus de celles que j'ai mentionnées précédemment, la municipalité de domicile des usagers pour pouvoir subséquemment répartir la charge financière des transports collectifs entre les municipalités. À l'enquête OD s'ajoutent aussi périodiquement des enquêtes ponctuelles plus spécifiques, par exemple menées dans le réseau de train de banlieue ou dans le réseau d'autobus d'Exo à tous les 2 ans en alternance. Donc, tout cet amalgame-là nous permet non seulement d'établir les contributions des villes au coût des services de transport collectif, mais principalement d'améliorer les services en fonction des besoins des usagers. Merci, M. Bergeron. Maintenant, M. Julien Deschênes du bureau de circonscription Mercier. Merci encore une fois pour cet exercice de transparence fort apprécié. Est-ce qu'un échéancier peut être avancé pour le projet de prolongement de la ligne bleue? Le cas échéant, quels sont les points de friction qui expliquent les ralentissements perçus au courant des dernières semaines? Je vais demander au directeur général, M. Gendron, de répondre à cette question. Premièrement, M. Deschênes, on est tous assujettis à une entente de confidentialité. Donc, l'ensemble des partenaires, on a signé une entente de confidentialité relativement au groupe d'experts dont j'ai parlé précédemment, qui a été créé là, à la demande de la ministre Rouleau et qui regroupe la Société de transport de Montréal, qui regroupe la Ville de Montréal, la Société québécoise des infrastructures et le ministère des Transports du Québec. Il est piloté par la RTM et le rapport va être déposé d'ici la fin du mois de juin. Merci, M. Gendron. Maintenant, nous sommes rendus à la question de M. Jean-Michel Laliberté de l'AT-CRS. Nous aimerions savoir à quel moment la RTM utilisera son pouvoir de désignation de services express métropolitains et si les services d'Exo, Sorel, Varennes seront ainsi désignés afin de permettre l'embarquement et le débarquement au coin de la route 132 et du boulevard de Montbrun. Est-ce que nous aurons des nouvelles de ce processus en 2021? M. Bergeron va répondre à cette question. Bonne nouvelle. Nos 2 premières lignes d'autobus express métropolitaines ont été désignées par le conseil d'administration récemment dans le cadre de nouveaux services à déployer comme mesure d'atténuation aux travaux qui vont bientôt commencer dans le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine. En fait, il s'agit de 2 nouvelles lignes bientôt en opération qui vont permettre de relier Belleuil et Montréal d'une part et Varennes à Montréal d'autre part, au terminus Radisson là, dans les 2 cas. Et c'est la particularité de ces 2 services d'autobus, c'est qu'ils permettront l'embarquement, débarquement sur tous les territoires desservis par les 2 express qui, encore une fois, vont entrer en fonction au cours des prochains mois. Un de ces services, le circuit Varennes-Montréal, va notamment avoir un arrêt au coin de la 132 et du boulevard Montarville, là, sur la rive sud, en plus de tous les autres arrêts. Donc, un premier pas va être franchi très prochainement avec le déploiement de services d'autobus express métropolitains dans la région. Merci, M. Bergeron. Maintenant, M. Georges Gratton, citoyen. Aujourd'hui, on voit la mise en place de projets de milliards de dollars, comme le REM, sans que des études de justification sur la cannibalisation des services et sur la rentabilité sociale et financière soient réalisées. Comment la RTM conçoit-elle son rôle de planificateur régional aujourd'hui? Alors, Monsieur le directeur général, M. Gendron va répondre à cette question.
Je veux vous rassurer, M. Gratton, là, la volonté de la RTM, c'est jouer de son rôle justement dans l'intégration des réseaux structurants tel que prévu à la loi constitutive. En ce qui concerne le projet de la Caisse pour le REM de l'Est, l'Autorité va émettre un avis sur 4 grands facteurs au gouvernement, justement préalable au BAP, un avis préliminaire, et par la suite, il y aura un avis final. Donc, évidemment, de plus, avec le plan stratégique de développement, l'ensemble des projets vont devoir être conformes au plan stratégique de développement. Merci, M. Gendron. M. Anthony Latour, syndicat des chauffeurs de la Société de transport de Laval. Votre plan stratégique qui vient tout juste d'être diffusé explique que la RTM a un mandat d'augmenter la proportion de déplacements en transport en commun lors des heures de pointe de 25 en 2018 à 35 d'ici 2031. Il faut des efforts énormes pour hausser le niveau de service. Est-ce qu'on laisse tomber complètement cet objectif? Monsieur Gendron? Aucunement. On en a parlé précédemment. Là, la volonté, c'est d'accroître l'offre de service de 60 d'ici 2035. Évidemment, les effets de la pandémie sont venus décaler les objectifs du plan stratégique. Donc, on fait une certaine pause entre la période 2021 à aller jusqu'à 2024 pour justement, par la suite, là, assurer une croissance de l'offre de service telle que prévue au plan stratégique. Merci, M. Gendron. Maintenant, M. Félix Jutras-Saint-Gelais de l'ATCRS. Avec l'arrivée du REM et le déconfinement, est-ce que la RTM a l'intention de bonifier l'offre de transport par autobus sur la Rive-Sud en 2022 par rapport à 2021 ou à tout le moins de réinjecter les heures d'autobus économisées par l'arrivée du REM dans le réseau de la Rive-Sud? M. Bergeron va répondre à cette question. Oui. Réponse courte est oui. On veut augmenter l'offre de services entre la Rive-Sud et Montréal avec l'arrivée du REM. Comment? D'abord, par la mise en service du REM dans l'axe du Pont-Champlain représente à elle seule une amélioration de 30 de l'offre de service par rapport à ce qui prévaut actuellement en autobus sur l'axe du Pont-Champlain. Deuxième volet, vous l'avez mentionné dans votre question, une portion des services d'autobus qui circulent actuellement sur le Pont-Champlain va être réinjectée à Longueuil et dans la Couronne-Sud pour améliorer l'offre de services locale à Longueuil et sur la Couronne-Sud, donc à partir d'une portion des services qui circulent actuellement sur le Pont-Champlain. Donc, globalement, une amélioration quand même sensible du niveau d'offre de services offert aux citoyens de la Rive-Sud qui se déplacent, entre autres, vers Montréal. Merci, M. Bergeron. Madame Nathalie Lapierre du SCFP 3333, c'est le syndicat des chauffeurs d'autobus du réseau de transport de Longueuil. Alors, j'aimerais comprendre comment vous envisagez la reprise d'achalandage. La réponse est pour vous, M. Bergeron. Oui, deux aspects à ma réponse. D'abord, le télétravail dans la société va générer environ, pour l'instant, entre 15 et 20 de moins de déplacements que ce qu'on observait avant la pandémie. Donc, première incidence, le télétravail, entre 15 et 20 de moins de déplacements en général, notamment en transport collectif. Donc, c'est le premier élément. Deuxième élément, le retour à cette nouvelle normale-là, notre horizon planifié. Et à ce propos-là, on travaille étroitement avec les collègues ailleurs dans le monde pour voir leurs pronostics. Puis dans certains cas, ils ont un peu d'avance sur nous sur les reprises d'activité post-pandémiques. Donc pour l'instant, le retour à la nouvelle normale est prévu entre décembre de cette année, donc 2021, et selon l'évolution de l'immunité collective, ça pourrait retarder jusqu'en décembre 2022, mais a priori, la prévision la plus certaine est celle de décembre 2021 pour un retour à un niveau de déplacement d'environ 84 de ce que l'on connaissait avant la pandémie. Merci, M. Bergeron. Alors maintenant, c'est au tour de M. Marc Gingras du SCFP 3333, de M. Mathieu Vic du SCFP Québec et de Mme Gabrielle Guimont, Trajectoire Québec. Considérant les pertes de revenus tarifaires liées à la pandémie, est-ce que la RTM a l'intention de réduire l'offre de services dans les prochaines années, malgré une certaine reprise de l'achalandage? Allez-vous, encore une fois, réduire celle du réseau de transport de Longueuil? Monsieur Gendron.
soyons clairs, là, il n'est pas dans la volonté de la RTM de réduire l'offre de services. On l'a dit tantôt, le plan stratégique prévoit une croissance de 60 % d'ici 2035. Par contre, actuellement, il y a un manque à gagner pour la période 2022 à 2024 de l'ordre d'1 milliard de dollars. Donc, la RTM doit mettre sur la table là, différentes options, dont une qui est des ajustements de l'offre de services, des hausses de contributions, à la fois des municipalités et des usagers. Ça fait l'objet présentement de discussions avec l'ensemble des partenaires, incluant le gouvernement du Québec, pour trouver une solution pérenne au financement du transport collectif. Merci, M. Gendron. Madame Danielle Charpentier, citoyenne. Si je prends la 200 Longueuil de Saint-Hubert jusqu'à Saint-Hyacinthe, est-ce que je pourrais prendre le bus du RTL pour me rendre vers cet arrêt et ensuite utiliser la 200 avec une passe? Alors, M. Bergeron, est-ce que vous pouvez répondre à Mme Charpentier? Oui, plusieurs bonnes nouvelles pour vous, Mme Charpentier. D'abord, élément d'information, Longueuil fait partie de la zone B, Saint-Hubert en est partie intégrante. Donc, première bonne nouvelle va arriver au 1er juillet prochain. Donc, actuellement, vous pouvez faire le déplacement que vous décrivez avec ce qu'on appelle une tram 7 qui vous permet de vous déplacer de Longueuil vers Saint-Hyacinthe. L'équivalent de la tram 7 dans la refonte tarifaire va être un titre tout-mode ABCD. Ce que l'on ajoute dès le 1er juillet, c'est la possibilité non pas uniquement de faire ce déplacement-là avec des cartes mensuelles comme c'est le cas aujourd'hui, mais aussi avec des carnets de billets ou avec du paiement à l'unité. Donc, on améliore un peu l'offre de produits tarifaires que vous allez avoir. À partir de juillet 2022 et juillet 2023, là, on va y aller par étapes successives. Les bus partout vont vous donner un plus large territoire de déplacement en autobus. Et en particulier, en juillet 2023, une tarification mieux adaptée, en fait, plutôt que d'avoir l'équivalent d'un tarif de la zone A vers la zone D, vous allez avoir un tarif adapté à un déplacement de zone B à zone D, donc un peu moins cher, et qui va se décliner aussi à travers des titres unitaires, mensuels et en carnet. Donc, par étapes successives, on va vous apporter différentes améliorations tarifaires là, à ce que vous vivez en ce moment. Toujours dans un contexte complètement intégré des différents modes qui vous sont offerts. Merci, M. Bergeron. Madame Renée Lemieux, citoyenne. L'un des obstacles majeurs pour le transport actif entre la gare d'Anjou et le cégep Marie-Victorin est le manque de sécurité pour effectuer un trajet piéton entre la gare et le cégep, soit par le boulevard Henri-Bourassa, soit par le boulevard Maurice-Duplessis et la zone industrielle. La gare n'est située qu'à 500 mètres de la porte d'entrée du campus principal et il faudrait simplement rouvrir la passerelle piétonne du pont de la voie ferrée et aménager une passerelle au-dessus du ruisseau de Montigny pour rendre ce trajet utilisable. Est-il envisagé de rouvrir cette passerelle à moyen terme? Je vais demander à M. Blanchet de répondre à cette question. Oui, je vois très bien l'endroit là, que vous me décrivez sur le ruisseau de Montigny. La RTM s'intéresse beaucoup à l'accessibilité en mode actif là, aux équipements de transport en commun, au réseau de transport. Puis, on commence dans les prochaines semaines là, un grand exercice avec les villes, avec les sociétés de transport pour répertorier toutes les actions comme ça sur le territoire qu'on pourrait faire une différence, contribuer à améliorer l'accès. D'ailleurs, on est en appel d'offres présentement pour trouver des firmes professionnelles pour nous assister dans cet inventaire-là. Évidemment, il faudra prioriser les actions avec tout ce qu'on va trouver, mais je vois très facilement un endroit, comme vous me décrivez, faisant partie de ce processus-là. C'est un endroit intéressant. Merci, M. Blanchet. Alors, ceci met fin à la période de questions pour cette assemblée annuelle. Au nom du conseil d'administration, j'aimerais remercier toutes les personnes qui ont participé à cet exercice très utile. Merci. Merci beaucoup, Mme Marleau. Alors, je vais ajouter mes propres remerciements à tous ceux et celles qui nous ont envoyé des questions. Et avant de passer au mot de la fin, je voudrais juste inviter tout le monde à visiter le site web
de l'autorité où il y a une masse imposante d'informations, si vous voulez compléter. Et entre autres, évidemment, il y a le rapport d'activité de l'exercice 2020 et il y aura également disponible sur le site Web la rediffusion de la séance d'aujourd'hui pour ceux et celles qui voudraient réécouter. Alors, sur ce, la séance tire à sa fin et je vais demander à M. Shedler de nous donner le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci, M. Lemay. Alors, le mot qui s'apprête le mieux pour conclure cette séance du conseil d'administration est « merci ». Comme président du conseil, je suis fier du travail accompli et je suis confiant en l'avenir. La reprise ne sera peut-être pas aussi rapidement que nous le souhaiterions, mais nous avons une équipe et des partenaires engagés et passionnés et nous sommes prêts à faire face aux défis qui nous attendent. Merci de votre présence aujourd'hui. En espérant vous revoir très bientôt dans les transports collectifs, je vous souhaite à tous et à toutes un bon été. Sur ça, je lève l'Assemblée de la séance publique. Merci et bon été.